Bon après-midi à vous tous, très chers confrères et compatriotes congolais. En cet après-midi du 20 février de l'an 2026. C'est un mois très court, comme vous le savez historiquement. 28-29, c'est terminé déjà. Nous sommes presque à la fin du mois et les événements se multiplient, comme d'habitude, surtout dans notre pays. Je voudrais commencer par un petit point dans ce que je peux appeler du bric-à-brac. Hein. Je ne vous donne pas tellement tous les sommaires de tout ce que je vais faire, mais un peu c'est du bric-à-brac. Et j'espère que ce bric-à-brac-là ne va pas vous ennuyer. Vous allez suivre l'enchaînement de mes idées au fur et à mesure que je parle. Comme vous savez, j'ai l'habitude de ne pas trop parler et de dire l'essentiel selon moi. J'espère que ce que je dis est aussi essentiel chez vous. Nombreux parmi vous, je suppose, qui sont accros aux réseaux sociaux ou dans d'autres réseaux officiels, ont suivi euh, l'interview de ce type ici qui s'appelle, je ne sais pas, Enoch Sadimiza or Sedimiza. C'est un sujet rwandais, Tutsi, au Congo. Je vous fais écouter seulement une courte séquence. Je vais continuer à parler. Le M23, ils ont voulu créer un chaos. Ce chaos, c'est vrai, il y a eu des problèmes, mais Dieu merci, puisqu'ils n'ont pas atteint les objectifs. Le deuxième message, justement, c'est pour dénoncer les troupes rwandaises qui sont appuyées par certains Congolais, organisés dans le M23, et qui avaient occupé Uvira au nom de la protection de notre communauté. Mais depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui s'est dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Mais ses intérêts sont connus. C'est venir et piller les ressources du Congo et surtout, nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Ouvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Ouvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur les conflits. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence et joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous suivez dans les médias internationaux, ils trônent partout, ils viennent protéger les Banyamulenge, mais justement c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme... Merci beaucoup. Je vous invite à retrouver cette interview dans les réseaux sociaux, TikTok, etc. Vous pouvez retrouver cette interview, vous écrivez seulement dans la barre de recherche, par exemple, leader de Banyamulenge ou l'interview du leader de Banyamulenge.
C'est une interview très courte, une très bonne interview, et que ce monsieur a pu accorder à cette dame. Je ne sais pas si elle est congolaise ou Tutsi, mais elle a l'air aussi d'une Tutsi. Ça peut être une présomption. Et si elle n'est pas Tutsi, qu'elle puisse bien m'en excuser. Et ce n'est pas dans mon agenda de libérer tout le monde de la toxicité. Et c'est parce que la caméra ne montrait pas très bien les faciès de la femme. Par contre, nous avons très bien vu les faciès de l'homme qui parlait. Eh bien, ce que je fais, c'est une réplique à ce monsieur qu'on appelle, je pense, Enoch Sadimeza ou Sidimeza, juste pour lui dire et dire aux Congolais de faire très attention à la flatterie de Tutsi. Ces propos sont pleins de controverses. Ils parlent de leur communauté Banyamulenge, ils parlent des Tutsis, ils accusent le gouvernement du Rwanda à Kigali qui il cherche à venir les apprivoiser et les exporter du Congo ou les déporter du Congo jusqu'au Rwanda et que le gouvernement du Rwanda a souvent l'habitude de venir verser des fuels pour enflammer la situation et créer la désunion entre les communautés. Il a parlé de la cohésion. Eh bien, il n'y a jamais eu de cohésion entre les Rwandais et les Congolais. Monsieur Enoch, si c'est Enoch son nom, doit comprendre ça. Le Congo, c'est un pays faible, malgré sa grandeur, un pays rempli de naïfs, malgré sa grandeur, ses richesses et l'intelligence dont nous, les Congolais, nous nous targuons. Un pays faible à cause de ce que les Congolais disent en tambourinant partout que le Congo, c'est un pays hospitalier. Nous sommes un pays hospitalier. Les Congolais sont hospitaliers. Nous sommes des Bantous, nous sommes hospitaliers. C'est déjà un signe de faiblesse. Je vais un peu vous ramener dans l'histoire. Vous savez, quand Christophe Colomb, avec sa quarantaine ou peut-être trentaine de marins, ont accosté sur les rives de l'océan Atlantique, sur les berges du continent américain, eh bien, ils ont été accueillis par des peuples d'une des tribus de l'Amérique de l'époque. Vous savez, à l'époque, là, il y avait les Aztèques, les Olmèques, les Incas, les Mayas, et patati et patata. Les Espagnols, donc M. Christophe Colomb et les Espagnols qui l'accompagnaient, avaient amené des petites histoires de pacotilles, de statuettes et de ceci et cela, qu'ils ont présentées auprès des indigènes de la côte. Et les indigènes ont cru qu'ils avaient affaire à un nouveau peuple. Ils les ont accueillis et dans leur tête, ils ont cru qu'ils allaient commercer, ils allaient entretenir une cohésion. Ils les ont accueillis. Christophe Colomb
Et ces gens ont remarqué que ces gens-là n'avaient pas des armes métalliques qui pouvaient blesser et tuer du coup. C'était des paysans, c'était comme des animaux sauvages dans la forêt. Je ne dis pas qu'ils ne s'entretuaient pas. Quand vous suivez les films Apocalypto 1 et 2, vous remarquerez quelques séances, quelques séquences qui montrent comment est-ce que les Amérindiens tuaient les gens, les sacrifiaient aux dieux ou aux rois qui mouraient annuellement ou mensuellement selon le calendrier qu'ils avaient. Mais là n'était pas mon propos. Je veux expliquer la faiblesse dans l'hospitalité. Alors, ils les ont accueillis et avec le temps, Christophe Colomb et ses compagnons ont remarqué que ces gens n'étaient pas offensifs. Ils les ont accueillis, mais eux qui avaient une mission de conquérir des terres et des richesses ont remarqué que ces gens, ce sont de purs animaux qui n'avaient pas de défense. Ils ne connaissaient pas la technique du fer. Ils avaient, oui, des saguets qui avaient l'air des lances, mais ce n'était pas si tranchant comme une machette, un couteau aiguisé qui peut blesser quelqu'un ou tuer quelqu'un d'un coup dès qu'on blesse quelqu'un ou l'on pointe cette arme dans quelqu'un. Alors, avec le temps, Christophe Colomb, vous savez combien de tours il a fait? Il s'est emparé de certains de ces gens pour les amener en Europe, aller les montrer et donner au roi, etc. Même Ferdinand Cortés avait fait la même chose, jusqu'à aller attaquer l'empire de l'empereur Montezuma. Mais ces gens, s'ils ignoraient qu'ils étaient, ils ont accueilli ces gens. Et leur accueil s'est vite à tourner au vinaigre parce qu'ils ne connaissaient pas l'agenda qui avait amené ces gens dans leur territoire. C'est juste pour illustrer les comportements naïfs du Muntu, de l'Africain en général, et du Congolais en particulier, qui se tape la poitrine en disant qu'il est hospitalier, il est bon, il est solidaire, ignorant qu'en accueillant un inconnu chez soi, on accueille et on héberge un serpent venimeux qui un jour, selon ses instincts, sitôt ou plus tard, va mordre celui qui l'a accueilli, le tuer, le manger, l'avaler. C'est la même chose avec les Tutsis. Je voudrais dire à ce monsieur qui vient d'accorder cette interview qu'il s'est beaucoup contredit, mais sa contradiction ou ses contradictions nous aident toujours à détecter leur attitude, leur agenda. Il reconnaît qu'ils sont des Tutsis. Et il reconnaît que le gouvernement de Kigali veut venir les prendre et les ramener chez eux. Parce qu'ils ont un chez eux. Chez eux, c'est le Rwanda. Dans ce monde, chacun a un chez soi. Les gens ont un chez eux
Ils reconnaissent ça, qu'ils ne sont pas des Congolais. Et là, nous sommes d'accord avec le Rwandais ou le gouvernement rwandais qui veut récupérer sa population et l'amener chez eux. Ça, c'est un. De deux, il se contredit en disant qu'ils sont une communauté. C'est bien bon. Ils sont une communauté au Congo. Ça signifie qu'ils ne sont pas originaires ni citoyens du Congo. Tout le monde qui se trouve dans la diaspora d'un pays quelconque ne constitue pas et ne constituera jamais d'une manière logique et sociologique une tribu dans un pays d'accueil. On va toujours les appeler une communauté et ils vont s'appeler des communautés. Ainsi, on va aux États-Unis, en France ou en Angleterre, et ailleurs, on trouve la communauté indienne, la communauté libanaise, la communauté euh, arabe, la communauté nigériane, sénégalaise, congolaise, et patati et patata. Ça ne constitue pas une tribu et la communauté ne demande pas une nationalisation collective. Cette communauté ou les éléments de cette communauté demandent individuellement, comme cela avait été discuté à l'époque de Mobutu, lors du congrès du comité central. On demande la nationalité individuellement. C'est universel. Ça ne peut pas se demander collectivement. Alors ce monsieur, plus d'une fois, il parle très bien, il donne raison aux Congolais qui leur disent que vous n'êtes pas des Congolais, vous êtes une communauté. En étant une communauté, nous vous reconnaissons le droit à la vie parce que vous êtes des êtres humains comme nous les Congolais, comme tout le monde. Alors vous avez droit à la vie, à une résidence, au travail, à l'éducation, parce que nous sommes tous mortels. Ça ne vous donne pas le droit de réclamer le clonage, oui, pour utiliser un terme plus biologique, le clonage d'une tribu nouvelle parmi les tribus préexistantes qui existent sur ce sol depuis longtemps, avant même le morcellement de l'Afrique lors de la conférence coloniale de Berlin de 1800, je pense, 84, que tout le monde peut-être connaît comment les Européens se sont divisés, se sont partagés l'Afrique, une conférence au cours de laquelle aucun Africain n'était invité pour participer ou y participer ou être témoin. Ils ont décidé à notre place, ils ont dessiné la carte d'Afrique et nous sommes devenus comme des animaux dans des enclos. Les pays dans lesquels nous habitons, ce sont des enclos, c'est comme dans une ferme. Il y a une ferme ici appartenant à tel, il entoure ça avec des murs, que ce soit en bois ou en briques ou en fil barbelé,
etc., etc. Il y a beaucoup d'éleveurs, de fermiers qui font ça. Ça fait mal ce que je dis, je pense, quand je parle de l'animalité, mais c'est ça, nous sommes comme des animaux dans un enclos. Avant eux, il n'y avait pas de frontières. Les Africains se promenaient, immigraient, voyageaient comme ils voulaient et ils étaient accueillis là où ils vont à condition qu'ils se comportent bien. Et même en arrivant là où ils allaient, ils rencontraient des lois et des traditions coutumières. On les accueillait quand un étranger arrive. On lui donnait à boire et à manger et on lui demandait s'il passait, où il allait, qu'est-ce qu'il venait faire et s'il émigrait pour résider. On le soutenait pendant 2, 3, 4 mois ou moins que ça, ou plus que ça, et après, on lui disait, bon, écoutez, par exemple, si c'est un homme, parce que souvent ce sont les hommes qui immigrent, on disait, écoutez, on ne va pas continuer à te nourrir. On va lui montrer un hectare quelque part, un espace, tu dois cultiver ici. Tu n'as pas une femme, eh bien, dans les villages, il y a des femmes, il y a des jeunes femmes non mariées, et avec le temps, la personne va s'intégrer, il va s'émouler dans les coutumes et les traditions de cet endroit sans causer aucun problème. Et avec le temps, il va maîtriser la langue du village, il sera initié aux coutumes et il deviendra un citoyen du village et peut-être de la tribu. Donc, il y avait même des conditions sociologiques. On ne venait pas du coup et on se dit, je suis Mompende, je suis Molega, je suis Mouchi, je suis Nande. Non, l'intégration est un processus graduel. Mais vous, les Tutsis, à cause de votre envie, à cause de votre jalousie, bien caractérisée par l'ingratitude, vous avez des conflits partout. Il y a quelques années, on vous a chassé en Tanzanie et on continue à vous chasser. Dès là, bien que vous avez passé une trentaine, cinquantaine d'années en Ouganda et que vous avez écrasé les Ougandais propriétaires du pays, même en Ouganda, on ne veut pas de vous. Vous venez au Congo, heureusement que celui que nous appelons l'homme blanc a cette technologie. Les images de votre immigration sont dans les archives, c'est trouvable. Quand vous êtes allé en Ouganda, quand vous êtes venu au Congo, quand vous êtes allé en Tanzanie et au Kenya et ailleurs, les vidéos de votre immigration existent, mais vous persistez dans les mensonges. Partout où vous allez, vous demandez la nationalisation. Entre-temps, vous vous dites, vous êtes une communauté. Ces pays là-bas ne parlent pas de la communauté, parlent des tribus et des ethnies. Bien avant la conférence de Berlin et même après la conférence de Berlin. Déjà, quand vous vous dites que vous êtes une communauté et qu'on cherche à vous exporter, à vous déporter dans votre pays d'origine,
Ça signifie que vous n'êtes pas des enfants du terroir et que vous refusez de vous intégrer dans la société qui vous a accueilli ou à laquelle on a imposé votre immigration. Parce que vous, en venant au Congo, en allant en Ouganda ou en Tanzanie ou au Kenya, aucun de ces pays n'a adressé une demande au Rwanda ou à la communauté internationale de pouvoir vous accueillir. On avait imposé à tous ces pays la masse migratoire des Rwandais dans leur surface. Donc, vous n'êtes pas des Congolais. Alors, messieurs de l'interview, vous dites encore que vous refusez de rentrer chez vous. Ça, c'est le troisième point, parce que vous êtes un Banyamulenge. 1001 fois, messieurs, les Congolais ont riposté en vous disant que vous n'êtes pas de Banyamulenge. Il n'y a aucune tribu au Congo qui s'appelle Banyamulenge et jamais nous n'allons pas ingurgiter ce mensonge. Nous n'allons pas avaler ça. Il n'y en aura pas, même si vous tuez les Congolais à millions et à milliers, même si vous placez un Rwandais à la tête du pays, même si vous corrompez un Congolais à la tête du pays qui est président, il n'y en aura pas. Vous avez placé à la tête de notre pays un voyou qui s'appelle Hippolyte Kajambere Kanambe, abusivement appelé Joseph Kabila. Il a fait 18 ans au pouvoir. Il n'a pas été capable de créer ni d'imposer dans les annales de l'histoire sur notre terroir une tribu qu'on appelle Banyamulenge. Partout à travers le monde, vous dispersez des tintamarres, vous faites assez de bruit. Le Banyamulenge ou le Banyamou, vous pensez que cela va hanter le cerveau des gens qui sont normaux. Eh bien, monsieur le Rwandais, je te parle en tant qu'un oriental du Congo. Je suis de l'Est du Congo, je suis de la tribu Lega. C'est que vous, les Rwandais, avec votre sale prononciation de vos bouches qui pue, vous appelez les Barega. Nous ne sommes pas des Barega, nous sommes des Balega. Nous ne sommes pas des Barega. Allez demander à votre Créateur de vous aider à châtier votre prononciation afin qu'on puisse admirer votre façon de parler. Parce que vous avez un problème linguistique, que ce soit dans n'importe quelle langue, l'anglais, français, lingala, même dans votre langue, le Kinyarwanda, qui n'est pas la langue des Tutsis, c'est la langue des Hutus, des Bantous comme nous, où vous êtes venu avec votre tendance mythique, et vous y avez injecté la prononciation trop dominée par la lettre R. Moi qui te parle, mon nom de famille c'est Kilele, vous m'appelez Kirere ou Krere, alors que vous écrivez ça comme il faut.
créerez, vous avez un problème très sérieux. Cela fait que vous le vouliez ou pas, celui que vous appelez Dieu, c'est celui qui a créé les gens. Eh bien, il a fait un bon travail parce que vous ne pouvez pas vous cacher morphologiquement, linguistiquement et même dans l'emprunt ou la possession des noms. Et même si nous entrons dans la sémiologie de ce que vous dites et de vos noms, les significations sont différentes. Chaque fois quand on vous regarde, ce n'est pas une discrimination. On sait que vous êtes des Rwandais, vous êtes des Tutsis, vous n'êtes pas des Hutus. Quand vous ouvrez vos bouches, nous savons directement que vous êtes des Rwandais, vous n'êtes pas des Congolais, parce que vous ne parlez pas comme nous. Votre morphologie, bon, nombreux parmi vous sont de grande taille, mais maigrichons. Vous êtes comme des aiguilles. Ceux d'entre vous aujourd'hui qui ont gagné du poids, c'est grâce à la nourriture, à l'alimentation du Congo. Mais chez vous, au Rwanda, vous ne mangez que des bananes, ce qu'on appelle le boussaminyo, et des haricots. Vous avez de la viande du bœuf, ça on sait, mais vous utilisez cette histoire pour les investissements et pour avoir de l'argent. Vous préférez manger même les caca de vos bœufs au lieu de manger de la chair parce que vous avez besoin de l'argent. C'est ce que vous êtes. Alors, je voulais juste montrer les contradictions dans les propos de ce monsieur. Il sait le même brûler et nous vous disons que vous n'êtes pas des Congolais. Vous êtes des Rwandais au Congo. Ne vous appelez pas des Banyamulenge au Congo parce que Mulenge, ce n'est pas chez vous. Minembwe, ce n'est pas chez vous. Uvira, ce n'est pas chez vous. Vous avez trop tué des Congolais, des Bafuliro, des Balega, des Babembe, des Nande, des Bashi, etc. Vous n'avez pas attendu que les gouvernements de Kagame vous obligent de rentrer chez vous pour commencer la violence. C'est depuis longtemps que vous avez commencé la violence et cela s'est amplifié plus quand les fronts patriotiques rwandais s'est emparé du pouvoir au Rwanda, à Kigali. C'est quand ça s'est amplifié parce que vous avez dit que vous avez le soutien de la communauté internationale. Mais vous aviez commencé les violences depuis longtemps. Vous n'avez pas attendu Kagame venir au pouvoir pour le répéter. Donc vous êtes d'une nature violente, envieuse, mensongère, en fait, tout ce qui est péjoratif. Et c'est ce qui vous rapproche de celui que nous appelons l'homme blanc. À l'entame de mon propos, je vous ai évoqué un chapitre historique de Christophe Colomb et de Ferdinand Cortés. Comment est-ce qu'ils se sont emparés de l'Amérique et tué les Amérindiens? Ils y sont allés, ce n'est pas dans le but de l'exploration géographique ou scientifique, c'est pour voler les terres, voler les richesses et s'emparer de tout ce qui était profitable. Et c'est ce qui vous caractérise, vous, les Tutsis. Vous êtes l'unique
peuple en Afrique qui n'a pas de terre. C'est connu. Vous n'avez pas de terre. Bien que je dis que tout le monde a un chez soi, mais vous êtes le dernier arrivant. Si nous analysons les paliers de migration au Rwanda, pendant que les autres peuples, les autres tribus, les autres ethnies étaient déjà sédentaires, ils s'étaient déjà sédentarisés dans une superficie quelque part, vous vous êtes mis à errer avec vos bêtes pour aller les faire paître n'importe où illégalement, alors que les gens s'étaient déjà sédentarisés. Alors vous êtes entrés comme des intrus. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes des intrus, vous, les Tutsis, vous êtes des enviés. En Ouganda, après la mort de Museveni, il y aura des troubles comme cela est d'habitude chaque fois qu'un dictateur perd le pouvoir, soit il meurt, il abdique à cause de la pression, ce n'est pas son soulard de fils qui va continuer à écraser les Baganda. Parce que lui-même, c'est un Tutsi. Il parle de Banyanko. Les Banyanko, c'est qui? Ce sont des Tutsis. Il, il est allé détruire le pays pendant une quarantaine d'années. Il est le président. Sa femme, ministre de l'Éducation. Son fils, le chef d'état-major de la Défense. Et il crée toute une monarchie partout sans vergogne. Il place les membres de sa famille. Vous appelez ça administrer, gouverner? C'est la même chose au Rwanda. C'est un gouvernement mono-ethnique. Alors, messieurs, avec ton interview, merci beaucoup de nous avoir raconté ce que vous êtes. Vous êtes une communauté chez nous. Nous vous demandons de cesser de vous appeler de Banyamulenge, parce que nous connaissons l'histoire derrière la colline de Mulenge. Donc, partout où vous irez, vous allez créer une tribu. Si vous êtes en Afrique du Sud, vous allez vous appeler le Banyarwanda ou je ne sais pas, le Banya, je ne sais pas quoi, le Banya Kimbizi. Pourquoi en Amérique, vous ne créez pas une tribu de Banyarwanda là-bas, de Banya Texas ou de Banya California? Pourquoi en France, vous ne créez pas une tribu de Banya Lille, Banya Paris? Pourquoi en Belgique, la Belgique qui vous a toujours soutenu, parce que la plupart des Belges sont fous de fesses de vos filles? Pourquoi vous ne créez pas les Banya Bruxelles, les Banya Mons? Pourquoi? Pourquoi seulement au Congo? C'est parce que les Congolais sont faibles. Alors, je demande aux Congolais, je demande aux Baléga, je demande aux Babebe, je demande aux Banyanonda, je demande à toutes les tribus du Kivu de chasser les Tutsis. C'est un peuple envié, jaloux et ingrat. On doit les chasser de Minembwe, les chasser de Mulenge, qu'ils rentrent chez eux parce qu'ils ont un chez eux. C'est un peuple qui a une mentalité toxique et sulfurique. Et nous n'en voulons pas chez nous. En deuxième point, je voudrais parler de Nanga. Permettez-moi de prendre un peu quelque chose. Nanga venait de dire
il détient une liste qu'il va bientôt rendre publique de gens qui sont dans le gouvernement de M. Félix Tshilombo Tshisekedi, avec qui il a toujours collaboré, qui lui passe des informations, qui le soutiennent et qui le subventionnent. Lui et ses deux mouvements, l'Alliance Fleuve Congo et le M23 du Rwanda. Hein? C'est un signe prémonitoire qui prouve que l'homme est coincé. Il est comme un cheval en détresse à qui on a coupé les tendons et commencé à lancer les derniers mouvements de ses pieds parce qu'il est mourant. Tshisekedi vous a cloué. Et alors, félicitations à M. Félix Tshisekedi. M. Nanga, tu as une barbe chérie comme la mienne, mais je ne peux pas faire ce que toi tu as fait. Ça fait longtemps que je suis dans cette opposition un peu lointaine. Les motifs qui t'ont poussé à être opposant ont été dévoilés partout. Carré minier, ceci et cela. Cela prouve que tu n'es pas un politicien. Cela prouve que tu n'es pas un patriote. Et même si aujourd'hui, tu voudrais rendre publique la liste des traîtres qui entourent Félix Tshisekedi, ce n'est pas un événement. Tshisekedi n'est pas si idiot comme tu crois, qui ne connaissait pas ce qui s'est passé. Ils savaient et ils avaient des informateurs. Ce que tu voudrais rendre public, oui, ça sera comme un navire qui est en train de tanguer et à la fin, ça va se noyer. Mais ne pense pas qu'en rendant public cette liste, ça va t'absoudre de méfaits que tu as commis contre le Congo et contre le peuple congolais, monsieur Nanga. Tu as tué, tu as massacré les Congolais, tu as volé, et la liste est longue, ce sont des crimes imprescriptibles qui font que même si tu as un avocat talentueux qui peut te défendre, tu ne vas pas t'en sortir, à moins que la justice continue à être pourrie, comme M. Félix l'avait dit, tu peux peut-être t'en sortir. Mais déjà, tu es condamné, toi et Hippolyte Kajambere Kanambe. Oui, publiez-nous la liste. Ça ne va pas te sauver, messieurs. Tu ne mérites qu'une seule chose. Tu es un gibier d'importance qu'on doit pendre, c'est pas exécuter soit à l'arme blanche ou à l'arme automatique en public. J'ai du sang qui coule dans mes veines parce que tu as endeuillé l'Est du Congo et tu as freiné le développement du Congo à cause de ta cupidité et de ta complicité avec une intelligence étrangère. Tu ne mérites qu'une chose, c'est la mort. Et cela va venir. Même si on essaie de te réhabiliter, nous, les gens de Kivu, que tu as envahi, occupé et massacré, nous ne te laisserons pas. Nous allons te poursuivre partout où tu iras comme les Israéliens les font avec les nazis, avec les juifs. Même dans votre dernier retranchement, nous allons
cotiser de l'argent pour te tuer. Tu peux aller à Kampala, tu peux faire n'importe où, ce n'est pas au ciel. Et même au ciel, il y a les vaisseaux spatiaux qui volent, qui arrivent là-bas. Il se peut que les gens sont allés sur la planète Mars et dans d'autres planètes. Nous allons te retrouver, nous allons te capturer et nous allons te tuer. À toi, aux Tutsis, aux Rwandais, aux Ougandais, j'intitule cette vidéo comme j'ai commencé à le faire il n'y a pas longtemps. Discours de la haine. Parce que les Tutsis et vous, le traître congolais, chaque fois quand on vous dit la vérité, l'expression la plus mielleuse, c'est oh, mais ça, c'est un discours de la haine. Oui. Monsieur Nanga et tes complices, tes référents, c'est un discours de la haine que je tiens contre toi et contre les Rwandais, Tutsis, qui se font passer pour le M23 des Congolais, comme leur président rwandais le dit, mais qui venait aussi de se contredire. Depuis longtemps, il a toujours nié que les 23 n'étaient pas des Rwandais, c'était des Congolais. Mais à la fin, dans les derniers discours qu'on a vus, il a reconnu que les M23, c'est lui. Ce sont des Rwandais. Il a reconnu ça. Une fois de plus, ça rejoint ce que le type qui a accordé l'interview a fait. Les Rwandais sont des menteurs. Ce sont des psychopathes. Ils sont malades. Alors, Nanga, rien ne va te sauver. Nous allons te tuer, nous allons te massacrer et nous allons te manger. Nous allons financer des commandos pour te tuer partout où tu vas te retrancher. Espèce de chien à pain. En troisième point, je voudrais parler de mon fils et mon jeune frère, Benjamin Mwanasuka, de la télévision BM. Il a été le premier et il continue à être celui qui nous a informé en premier lieu de la mort de Joseph Kabila. Entre guillemets, Joseph Kabila. Si cela est vrai, mais ça a pris du temps, mon fils. C'est presque 3 semaines où tu racontes les mêmes histoires. Ça devient comme une mythologie. Et tu te plains chaque fois que tu es devant l'écran, que les gens t'insultent, insultent ta maman, parce que tu es en train de mentir. Oui, parce qu'une vérité tardive devient un mensonge. Toi et les autres, quand vous parlez, à la barre de l'écran, vous mettez des titres qui ne corroborent pas avec ce que vous dites. Vous écrivez par exemple la mort de Kabila. Enfin, voici la première image. Et quand vous parlez, vous passez du temps avec des propos grandiloquents et vous terminez l'émission sans nous montrer cette vidéo où il est mort. Vous tous, et toi en particulier, tu parles pendant une trentaine, quarantaine de minutes, 1 heure du temps. Tu parles. À la fin, on ne voit rien et puis tu nous promets, non? Et je vous demande de me donner votre numéro de téléphone, je vais envoyer ceci et cela. Bon, écoutez, si il est vrai que Kabila est mort, je demande à M. Félix Tshisekedi, dès que cela est confirmé, de décréter une journée fériée, 2 ou 3 jours
parce que ce garçon a été un meurtrier, un voleur. Et il faut confisquer tous ses biens. Et on aura pardonné à mon fils Benjamin Mwanasuka, lui qui a été l'avant-garde de l'information. Pour terminer, je demande aux Congolais de ne plus parler de Banyamulenge, de ne plus dire Ndeko na biso Kabila, Ndeko na biso Nanga, et toujours d'être vigilant pour que le Congo soit une nation. Et ceci, c'est pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Pierre Moulele, de Simon Kimbangu, de Kimpa Vita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Bon week-end.